Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Front National, députée européenne sortante et candidate aux européennes. On aura le temps d'en parler dans la région nord-ouest. On commence par l'actualité, bien sûr, et Le Point qui affirme que Jean-François Copé aurait accepté des surfacturations dans l'organisation de la campagne de Nicolas Sarkozy par une société de communication fondée par ses proches, favoritisme. Jean-François Copé dénonce un coup monté, il porte plainte. Comment vous réagissez? Est-ce que vous croyez Le Point ou vous croyez Jean-François Copé? Non mais moi, permettez-moi de ne pas avoir d'avis sur ce sujet. Je pense que c'est à la justice, puisque M. Copé l'a saisi, de régler le problème. Ce que je vois surtout, c'est que c'est un énième épisode de la guerre interne à l'UMP. Parce que c'est ça la réalité. C'est que probablement la guerre Copé-Fillon continue les remous, ce qui démontre somme toute qu'ils ne font que cela, en fait, en coulisses. Se bagarrer entre eux au moment où on a appris que il y avait 23 000 chômeurs supplémentaires, toutes catégories confondues, ce mois-ci, une fois de plus. Alors François Fillon n'a pas voulu se prononcer, il a dit que c'était pas un sujet. Alain Juppé a dit il fera valoir sa cause. Mais vous voyez, je pense que ce parti est pourri de l'intérieur. Je veux dire, je l'ai dit, j'avais dit, je pense que l'UMP a la mérule. Et quand une maison a la mérule, il n'y a rien à faire. On ne peut pas la sauver. Voilà, il n'y a aucun traitement. Je pense que ce mouvement est terminé et qu'il ne représente plus d'espoir parce qu'il est devenu une sorte de ring dans lequel les dirigeants ne cessent de se taper dessus en vue des élections futures. C'est catastrophique parce que je pense qu'il y a beaucoup... C'est une bonne nouvelle pour vous alors? Non mais c'est catastrophique parce que je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs et beaucoup d'adhérents qui se sont laissés prendre à ce mouvement, qui ont peut-être eu des espérances envers ce mouvement et qui s'aperçoivent que non seulement ils passent leur vie à se bagarrer, mais que de surcroît, ils n'apportent pas une seule proposition qui soit différente de celle du Parti Socialiste. Voilà, donc... Alors rien n'est prouvé, c'est une enquête du Point et Jean-François Copé porte plainte, donc on n'a pas de faits non, mais je vous établis. dis, c'est un épisode, c'est le énième épisode de la guerre des chefs au sein de cette structure. Mais ça démontre aussi que si on fait la guerre, c'est qu'on n'a rien d'autre à faire. Et que donc on est plus attaché à essayer de flinguer le voisin plutôt que de répondre à ces 23 000 chômeurs qui sont venus grossir les rangs à Pôle emploi ce mois-ci. Voilà. Vous comptez profiter de ce nouvel épisode électoralement, vous pensez que vous en profiterez? Mais j'ai pas à profiter de quoi que ce soit. Je veux dire, je trouve que c'est un cirque inouï, insupportable, inadmissible. L'affaire Valls-Goasguen, ces affaires-là. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas du marché transatlantique, alors qu'il avance à grands pas, alors que Madame Elkrief, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. L'accord de libre-échange avec le Canada. Vous savez, vous l'avez vu cet accord de libre-échange? Personne ne l'a vu. Il n'a même pas été publié. Nous sommes soumis à des accords de libre-échange dont on ne connaît même pas les sur ce sujet, on va en parler. Hier, l'UMP et le PS ont voté main dans la main la libéralisation du rail, ce qui va entraîner une privatisation, ce qui va entraîner une augmentation des prix, ce qui va entraîner votre campagne européenne une baisse a commencé, de pouvoir d'achat. Non mais juste un mot sur l'actualité. Il y a une chose importante et puis il y a ce qui intéresse les politiques entre eux et je crois que ce qui intéresse les politiques entre eux n'est pas ce qui intéresse les Français. Les intermittents, c'est aujourd'hui, c'est le chômage. Le MEDEF voudrait supprimer le régime des intermittents. Quelle solution vous proposez? Moi, je pense il est trop coûteux, il faut le supprimer. Non, mais moi, je pense surtout qu'il faut lutter contre la fraude. Or, elle existe, mais elle existe là, elle existe ailleurs. Bon, et c'est vrai que on sait qu'il y a un certain nombre de sociétés de production qui ont un peu tendance à se servir de ce système, qui était un système au départ fait pour préserver effectivement des gens qui, par définition, ne peuvent pas travailler compte tenu de leur situation toute l'année, et qui se servent de ce système de chômage qui, c'est vrai, est très généreux pour éviter d'avoir à payer ce qu'ils ont à payer. Alors il faut lutter contre la fraude, il faut ne pas avoir de hier, il faut ne pas avoir de complaisance, car encore une fois, la fraude, si elle existe, eh bien elle doit être combattue, c'est l'argent du contribuable. Et pas supprimer le régime. Non, je ne crois pas qu'il faille supprimer le régime. Si on supprime le régime, on supprime ceux qui, évidemment, font des tournées de théâtre. Mais la tournée de théâtre, elle ne dure pas 365 jours sur 365. Donc vous comprenez la spécificité de ce régime. Tout à fait, je le comprends. Mais encore une fois, je ne veux pas qu'il serve d'appui à des sociétés de production qui se font un argent fou en se servant, en quelque sorte, de ce régime. Juste un petit mot, parce que vous parliez de fraude, etc. J'ai lu aujourd'hui que l'ex-trésorier de votre micro-parti, Jeanne, Olivier Duguay, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour escroquerie au préjudice de Pôle emploi.
Non mais ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Mais c'est juste que c'est un comptable qui a été mis en cause dans une affaire. Le jour où il a été mis en cause dans cette affaire, les dirigeants du parti Jeanne l'ont écarté. Et 3 mois plus tard, il a été condamné pour un fait qui n'a strictement rien à voir avec son activité. Bon. Ce que j'ai vu aujourd'hui. Oui, non, mais je me doute que je vois qu'il y a des sujets, encore une fois, qui sont très importants. Quand même, quand on dénonce la fraude sociale, c'était il y a... En juin 2012. Voilà, c'est ça. Absolument. Oui, mais ça change rien. C'est une condamnation pour fraude. Non, ça change tout. Les sondages, les municipales. Les municipales. Vous affirmez que vous aurez 500 listes, vous aviez proposé 700. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à plus que prévu? Non, nous avons investi 700 têtes de liste et nous avons toujours dit qu'on savait qu'il y aurait un delta entre les têtes de liste investies et ceux qui arriveraient à faire leur liste. L'objectif, c'était de passer le record historique de présence du Front National au municipal, c'est-à-dire plus de 500 listes. J'espère que nous y arrivons, je pense que nous y arrivons. Et surtout, je pense que nous ferons de très bons scores à ces élections municipales, car les Français ont compris qu'il n'y a pas d'élection plus importante que d'autres, que quand on veut vraiment faire une pression, défendre ce à quoi on croit, défendre ses propres intérêts de peuple français, il faut se dépasser à toutes les élections. J'ai vu qu'il y avait des exemples dans lesquels vous aviez fait des forts scores au présidentiel et où vous n'arrivez pas à avoir de liste. Qu'est-ce qui bloque pour vous? Est-ce que c'est toujours compliqué? C'est un peu compliqué d'abord pour tout le monde, d'abord parce que la parité qui a été imposée est un peu compliquée pour tout le monde. Et il y a des villes, il y a effectivement un grand nombre de villes dans lesquelles nous avons fait des scores parfois spectaculaires et dans lesquelles nous n'avons pas de tête de liste. La parité, vous êtes contre? Soit pas. Non, mais j'ai toujours été contre. Hein. Mais bon, soit pas de tête de liste, soit pas réussi à faire des listes. Bon, voilà, c'est comme ça. Vous savez, on part de rien, nous. Hein. On est un peu le David de face à Goliath. Bon, nous n'avons pas de sortant. Cette implantation locale, nous l'avons développée de manière assez spectaculaire quand même, mais en un temps très court. Et par conséquent, je trouve que si déjà nous arrivons à passer de 100 listes à 500 listes, ce sera un effort spectaculaire. Certains sondages donne quelques victoires du Front National à certaines villes. Dans votre esprit, ce sera quoi? Des laboratoires, des exemples, des modèles? Est-ce que vous pourrez appliquer votre programme? J'aime pas du tout ce terme de laboratoire, parce que je trouve que les gens sont pas des rats, quoi. Donc c'est pas un laboratoire. Nous n'envisageons pas du tout les municipales comme ça. Un modèle peut-être, oui. Un modèle, mais surtout la possibilité de pouvoir apporter la preuve aux Français que nous allons respecter nos promesses, que nous allons baisser des impôts, que nous allons rétablir la sécurité, que nous allons gérer ces villes en bons pères de famille, que nous allons être éminemment respectueux de l'argent public, surtout en situation de crise. Avoir des résultats sur le chômage aussi? Avoir des résultats sur le chômage dans une ville, Madame Pécresse, c'est quand même pas très facile. Ce qu'on peut, c'est défendre les petits commerces face à la grande distribution. Parce qu'il est vrai qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels les politiques, UMP et PS d'ailleurs, ont laissé se développer la grande distribution dans des proportions inouïes par rapport au nombre d'habitants et sans préserver le commerce de proximité, alors que normalement la loi les y obligeait. Voilà parmi les mesures que vous prendrez. Vous avez été plusieurs heures au Salon de l'Agriculture et vous avez parlé de cette croisade contre le traité transatlantique. Vous avez parlé d'Europe et il vous a été plutôt bien accueilli, nettement bien accueilli. Mais quand même, j'ai écouté quelques agriculteurs qui ont commenté votre visite. Je voudrais que vous réagissiez à ce que j'ai entendu. Elle a certaines idées de bonnes, après il y a certaines idées où on n'est pas d'accord, mais bon. Par exemple, vous pensez à quoi? L'Europe, je pense que les agriculteurs ont besoin de l'Europe parce que la PAC c'est quand même l'Europe. Donc il y a quand même eu beaucoup d'aide. Donc ça, c'est quelque chose qui vous empêcherait de voter pour elle? Oui, c'est quand même un frein. C'est quand même un frein. Les agriculteurs, je sais pas, sans l'Europe, s'ils peuvent vivre. Ça vous paraît un petit peu dangereux? Oui, très dangereux. Voilà, ils vous accueillent bien, vous, personnellement, mais vos idées les inquiètent. Non, c'est faux, ce ne sont pas nos idées. C'est la caricature qu'on leur a donnée de nos idées. Car on leur a fait croire que nous étions pour supprimer les subventions de la PAC. Or, ça n'est pas notre programme. Nous disons à ces agriculteurs,
l'argent qui vous est versé par l'Union européenne, c'est le vôtre, c'est notre argent. Donc au lieu de le faire transiter par les technocrates qui vont aider, comme ils le font toujours, les plus gros au détriment des petits, autant que ces subventions vous soient accordées directement, elles pourraient d'ailleurs être supplémentaires, puisque au passage, on laisse 7 milliards d'euros en pure perte à l'Union européenne. Donc subventionner l'agriculture française, bien sûr, mais encore une fois, d'une meilleure façon, avec des subventions qui seraient du coup plus importantes et sans passer par les technocrates de Bruxelles. Donc c'est la nationalisation en quelque sorte de la politique agricole. Je disais cela parce qu'il y a une étude qui date de février, TNS Sofres, Le Monde et d'autres médias, qui établissent qu'il y a, d'une certaine façon, vous avez réussi la dédiabolisation personnelle, c'est-à-dire une sorte de normalisation de votre personnalité. Il y a des chiffres qui le montrent. En revanche, que sur deux éléments de votre programme, l'euro, la sortie de l'euro et la priorité nationale, eh bien, une majorité de Français le rejettent encore. À partir de là, j'ai envie de vous demander, est-ce que, quand vous dites dans les 10 prochaines années, je serai au pouvoir d'une façon ou d'une autre, est-ce que vous allez... Non, pas d'une façon, j'ai jamais dit d'une façon ou d'une autre. Hein. Il n'y a qu'une seule façon d'arriver au pouvoir, ce sont les urnes. Hein. Ah, oui, non, bien sûr, par les urnes. Mais je veux dire, avec le Front National, avec ses idées ou avec des alliances, avec une autre manière de faire de la politique, avec peut-être un renoncement comme John Franco Fini à l'époque en Italie, qui a changé de politique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui, il est carrément passé à la gauche du PS. Donc, mais ça, c'est sûrement pas ce que je ferai. Mais vous voyez, par exemple, prenons la priorité nationale, c'est intéressant, parce que la question qui a été posée a été mal posée. Et encore une fois, elle n'est pas notre programme. Quand on dit, êtes-vous d'accord pour que, à compétence égale, un Français ait un accès privilégié à l'emploi par rapport à un immigré? C'est pas la bonne question. C'est par rapport à un étranger qu'il faut poser la question. Parce qu'il y a des Français issus de l'immigration. Ils sont inclus dans les immigrés. Et là, je comprends que les Français ne veuillent pas faire une différence entre les Français d'origine française et les Français d'origine immigrée. En revanche, que dans un pays, on dise, écoutez, c'est d'abord nos compatriotes qui ont accès à l'emploi avant les étrangers qui arrivent, ça, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, si on leur expliquait comme ça, seraient parfaitement d'accord. C'est d'ailleurs ce que vient de décider, au passage, la Suisse. Parce que le référendum suisse portait sur la maîtrise des frontières, mais aussi sur la priorité nationale. Et effectivement, et sur les autres Européens. Une réaction sur la décision de ce soir de la Fédération anglaise de football. Nicolas Anelka, suspendu pour 5 matchs. Écoutez, franchement, ça m'intéresse absolument pas. Ni Anelka, ni le foot d'ailleurs, au passage. J'y comprends rien. Mais la quenelle, vous savez ce que c'est? Oui, non mais d'accord, mais bon, très bien, il a été sanctionné, Enfin, je veux dire, il y a vraiment d'autres sujets, Madame Crève, je vous en supplie, qui sont beaucoup plus importants que ça. Ça, je vais vous dire, 99,9% des Français s'en fichent, mais comme de leur première chemise. Voilà. Oui, mais Anelka, ils s'y tiennent, ils le connaissent. Oui, ils le connaissent très bien, mais je pense que, honnêtement, dans leurs préoccupations, la suspension de M. Anelka, ça arrive en peut-être 2500e position, quoi. Voilà. Moi, je voulais vous reparler aussi de Dieudonné, puisque vous avez pris vos distances, vous avez réprouvé ces mots sur Patrick Cohen, mais ni vous ni Florian Philippot, vous n'avez condamné clairement, très clairement, la quenelle, toutes ces déclarations. Est-ce que c'est par fidélité à votre père, ou alors est-ce que vous vous dites, les électeurs qui sont... Enfin, les gens qui soutiennent Dieudonné peuvent être aussi mes électeurs. Mais non, mais pas du tout. Mais moi, je réfléchis pas comme ça. Je veux dire, je me suis positionnée parce que je suis une responsable politique sur la manière dont s'est déroulé le combat d'un homme contre un autre. Car manifestement, il y avait un combat personnel de M. Valls contre M. Dieudonné. Moi, je me suis positionnée sur l'utilisation des moyens de l'État dans cette guerre d'un homme contre un autre. Et j'ai dit, je pense que l'on commet une erreur. Je pense que la décision du Conseil d'État visant à interdire a priori un spectacle est une erreur en droit, que ça remet en cause l'organisation, l'équilibre de nos droits, de nos grandes libertés publiques, tout ça pour oui, mais est-ce que vous dites aussi combattre un homme et en réalité pour lui faire une publicité qui a été absolument inouïe. Est-ce que vous n'êtes pas dit aussi que tous les gens qui ont de la sympathie pour Dieudonné peuvent être vos électeurs, sincèrement? Non, je ne me suis pas dit ça, madame. Excusez-moi, je ne me suis pas dit ça, d'autant que... Est-ce que vous, du coup, vous condamnez clairement Dieudonné en disant qu'il a des d'autant que manifestement la guerre de M. Valls à l'égard de M. Dieudonné a plus créé des difficultés électorales pour le PS que pour le Front National, semble-t-il. Puisque j'ai cru lire des analyses indiquant que tous ces Français issus de l'immigration, qui étaient des adeptes de M. Dieudonné, envisageaient non seulement de ne plus jamais voter socialiste, mais de rester à la maison pour ceux qui l'avaient fait. Bon, donc c'est au Parti socialiste qu'il faut poser la question, c'est pas à moi. Est-ce que vous espérez qu'ils voteront pour vous?
Mais non, je ne cherche pas à faire, encore une fois, à transformer des électeurs sur des sujets tels que ceux-là. Je leur propose une grande vision pour notre pays. Je leur propose une rupture radicale avec la politique et avec le modèle économique qui est mené dans notre pays. Je leur propose la défense de nos valeurs traditionnelles qui sont mis à bas. C'est incontestable. C'est sur ces sujets-là que je veux les convaincre, pas sur des sujets tels que ceux-là. Juste pour conclure là-dessus, parce que certains vous reprochent de ne pas avoir rompu avec certains, alors qu'aujourd'hui, vous avez dénoncé une liste à Vénissieux que vous trouvez parasitaire, c'est une liste d'ultra-droite, de Gabriac et Benedetti, et qui ont des déclarations notamment antisémites. Est-ce que vous allez rompre avec Frédéric Chatillon, qui est présenté... Bien, hein, Frédéric Chatillon. Moi, c'est la première fois que je vous en parle. Non, mais il est présenté... qui est présenté... par un auteur qui n'a pas été, qui est allé en justice et qui a eu satisfaction. Non, il est allé en référé. Cette affaire se jugera au fond. Monsieur Aziza est monomaniaque. Il voit des nazis partout. Voilà, Frédéric Chatillon n'est pas un nazi. Je n'ai pas de nazis autour de moi. Croyez-moi que Monsieur Aziza se rassure sur ce sujet. Mais il y a des gens comme ça dont le fond de commerce, c'est de voir des fascistes et des nazis partout. Voilà, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque nazi, Madame Écrief. Il n'y a pas de risque nazi en France. Il n'y a pas de risque fasciste. Et je vous renvoie à une grande déclaration de Monsieur Jospin, passée à mon sens trop inaperçue, qui a dit « Personne n'a jamais cru à un risque fasciste en France. Tout ça, ce sont des considérations purement électoralistes. » Mais pourquoi vous prenez pas vos distances clairement, justement? Mais j'ai pas. Mais sur ordre de qui, Madame Écrief? Frédéric Chatillon est un de mes amis et c'est au passage un très bon fournisseur, compétent. Sur quelle base? Parce que Monsieur Aziza n'aime pas Monsieur Chatillon, je devrais ne plus avoir de relation avec Frédéric Chatillon. Oh, la même chose probablement qu'avec Monsieur Guasguen, qu'à Monsieur Devedjian. Certains ont regretté d'avoir été dans un syndicat d'ultra-droite quand il avait 20 ans. Des déclarations et de photos de lui avec Robert Forisson, etc. Le négationniste existe, elles datent de 2009, elles sont là. Je vais vous dire, Madame Écrief, et donc vous dites c'est un ami. Je vais vous dire, Madame Écrief, si on devait enlever de la politique tous ceux qui ont eu dans leur jeunesse, à 20 ans, des engagements à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, il n'y aurait plus grand monde à l'Assemblée nationale. Il y en a qui regrettent, en tout cas qui le disent, d'autres le disent pas. Juste un mot, un remaniement, ça serait bien bientôt Ça ne sert strictement à rien, à mon avis, à rien. Pour une raison simple, c'est qu'on est face à un gouvernement technique, c'est-à-dire un gouvernement qui prend ses ordres à Bruxelles, donc on se moque complètement de savoir qui prend les ordres. Je veux dire, que ce soit Tartampion ou Tartemol, ça fera exactement la même politique, celle qui est menée par François Hollande et qui était menée avant lui par Nicolas Sarkozy. Donc Hérault, Valls, Ségolène Royal à l'intérieur, vous avez vu Paris Match disant que les Français la verraient bien là? Oui, si elle lui va bien au teint, tant mieux pour elle, mais ça ne changera strictement rien sur le plan politique. Voilà, vous voyez bien Monsieur Montebourg, il s'agite, il menace de gifler la terre entière, de mettre des coups de pied aux fesses de tout le monde, etc. Mais tout ça, c'est quand même que du cinéma, ce sont des effets de manche, ce sont des effets d'audience. Mais dans les faits, il n'y a pas plus de Made in France que de beurre en broche, il n'y a pas plus de protectionnisme que de beurre en broche, et l'euro n'a pas bougé d'un centime, il va peut-être continuer à augmenter. Merci Marine Le Pen. Merci d'être venue sur le plateau de BFM TV. Tout de suite, c'est Rachid Embarki, bien sûr, et les coulisses de la semaine politique. Anna Cabana, David Revaud-Dallon. À tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre smartphone.